C'était une sorte de provocation. Il y a quelques semaines, alors qu'une fois de plus, M. X venait de m'étonner en me révélant la vérité, sa vérité, toujours surprenante, sur une affaire particulièrement étrange, je lui ai demandé s'il avait des lumières sur le dossier Mata Hari. J'avais en effet appris qu'une demande de révision de son procès venait d'être présentée au garde des Sceaux, et je trouvais l'initiative plutôt saugrenue ou étrange tant d'années après la mort de la danseuse. Une provocation, oui, car franchement, que pouvait m'apprendre M. X sur cette affaire, lui, qui n'était même pas né lorsqu'en 1917, la célèbre espionne a été fusillée sur le polygone de tir de Vincennes. Lorsque je lui ai demandé s'il disposait d'informations inédites, il m'a révélé qu'un de ses vieux amis, un général, lui avait permis de consulter les archives encore secrètes du procès de l'ancienne danseuse. Un mot encore. Mata Hari a toujours fasciné, parce qu'elle a fait de son existence une légende, parce que cette femme, convaincue d'espionnage, avait osé briser le tabou de la nudité en exhibant son corps sur scène ou dans les salons les plus huppés. Les historiens, sérieux ou fantaisistes, les romanciers, bons ou mauvais, et plutôt mauvais que bons, les cinéastes ont tissé autour de cette existence un invraisemblable tissu de racontars et d'affabulations. Mais Mata Hari n'était-elle pas la première à construire sa vie sur un gros tas de mensonges? Il reste que, malgré elle, elle est devenue l'archétype de l'espionne. Mata Hari, son nom d'artiste, est même devenu un nom commun désignant une femme fatale, capable de toutes les traîtrises, alors même qu'il semble que dans la réalité, elle ait été la moins efficace et la plus dérisoire des espionnes. Je dois tout de suite vous avouer que c'est très émouvant de fouiller dans ces vieux papiers jaunis et poussiéreux. Parce que derrière, il y a une vie meurtrie, broyée par une machine impitoyable. Avant même d'être arrêtée, Mata Hari était condamnée. Et elle ne pouvait finir que devant un poteau d'exécution. Eh ben, vous ne m'aviez pas habitué à un tel sentimentalisme. Je déteste l'injustice, c'est tout. Ouais, mais enfin... Alors, si je comprends bien, vous pensez que Mata Hari était innocente, c'est ça, hein? Non, c'est pas si simple que ça. Enfin, je vais essayer de vous le démontrer. Mais d'abord, il faut évacuer la légende, tous ces mensonges qu'on a propagés sur cette femme. Bon, si je crois me souvenir, elle n'a pas été la dernière à les propager, hein. C'est vrai. Mata Hari était une menteuse née. Enfin, c'était plus fort qu'elle. Et d'abord parce qu'elle voulait échapper à un destin qui lui promettait une existence banale et ennuyeuse. Elle est née en Hollande, c'est ça, hein? En Frise, très exactement, à Leeuwarden. Une petite ville où il existe d'ailleurs un musée Mata Hari. Ah oui, elle est donc considérée là-bas comme une héroïne. Ah, presque, oui. Une star, mais aussi une victime de la justice française. Et à Leeuwarden, on est fiers d'elle. Ah bon. Et vous avez parlé d'une existence banale, c'est oui, ça, hein? Oui, son père, qui n'était pas moins mythomane que le sera sa fille, était chapelier. Mais toujours tiré à quatre épingles. Il se faisait appeler baron. Et bien sûr, la jeune Margaretha Zell ne demandait qu'à croire à cette fable. Margaretha Zell, c'est ça, hein? Oui. Donc elle avait de qui tenir. Incontestablement. Après avoir d'abord reçu une bonne éducation, appris le français, Margaretha, contrainte et forcée, suit une formation de jardinière d'enfants. Le baron a fait faillite et sa fille est désormais pauvre. C'est intéressant, physiquement elle est déjà belle. Écoutez, je ne sais pas si on peut dire ça. Et d'ailleurs, un peu plus tard, lorsqu'elle sera femme, il y aura une vraie controverse sur sa beauté. Explique-moi ça. D'aucuns lui trouveront un nez trop épais, une bouche trop grande. D'autres admireront sa silhouette, ou l'ovale parfait de son visage, mat, et l'éclat de ses yeux sombres. Enfin bref, c'est une question de goût. Ouais. Mais ce qui est certain, c'est que Mata Hari avait beaucoup de charme et de grâce. Ses photographies le prouvent. Et puis, comment aurait-elle pu séduire autant d'hommes si elle avait été dépourvue de séduction? Ça me paraît évident. Mais est-ce que la jeune fille a vraiment l'intention de devenir jardinière d'enfants, c'est ça? Pas du tout. C'est si vrai qu'elle plaque l'école avant même la fin de ses études. Et là, quelles sont ses intentions? Cette époque, que peut faire une jeune fille pauvre et bien éduquée? Trouver un époux, et pas n'importe lequel. La jeune Margaretha est fascinée par les uniformes. Le prestige de l'uniforme, bien sûr. Oui, ça lui coûtera cher. Enfin, n'allons pas trop vite. La future Mata Hari décide donc d'épouser un officier. Et elle va parvenir à ses fins en se mariant avec le capitaine Rudolph MacLeod, un officier de l'armée coloniale d'origine écossaise. Quel genre d'homme? Plus âgé que Margaretha, c'est un militaire qui n'a connu que la vie de garnison. Mais il a belle allure et la jeune femme s'amourage de lui. Toutefois, ça ne vous étonnera pas, le roman d'amour ne durera guère. Et d'abord parce que MacLeod est d'une jalousie féroce. Et puis que Margaretha, je crois, a la cuisse légère. N'exagérons tout de même pas. En fait, elle ne commencera à tromper son capitaine qu'aux Indes orientales. Les Indes orientales, c'est l'actuelle Indonésie. Oui, MacLeod a rejoint un poste éloigné.
Et restée seule, Margareta s'ennuie. Bah oui. Et comment résister à tous ces jeunes officiers qui papillonnent autour d'elle et lui disent, tout énamouré, qu'elle ressemble à une princesse indienne. C'est trop difficile pour elle. Une princesse indienne, vous dites. Alors, est-ce que c'est à partir de ce moment qu'elle commence à penser à son futur personnage de Mata Hari? Non, c'est trop tôt. Mais elle saura s'en souvenir. Enfin, passons. Il est évident que les deux époux ne sont pas faits l'un pour l'autre. Les disputes sont de plus en plus fréquentes, on échange des coups aussi, et lors de leur retour en Europe, au tout début du XXe siècle, ils se séparent. Il y a eu des enfants? Oui, 2. Un garçon qui est mort dans des circonstances mystérieuses, peut-être empoisonné, et une fille qui sera élevée par son père. Avec le consentement de Margareta? Oui, la jeune femme ne déborde pas d'instinct maternel, et elle apprécie sa liberté recouvrée. Mais que va-t-elle en faire, alors? La petite Frisonne rêve d'aller à Paris, qui est alors la capitale du luxe, de la mode et du plaisir, et elle est certaine qu'elle va y trouver sa voie. Mais elle a un projet précis? Non, mais elle a un capital. Son corps, sa beauté. Ouais, ça ne suffit pas toujours, hein. Ah, vous avez raison. Et son premier voyage est calamiteux. Margareta pose pour des rapins à qui elle doit consentir quelques privautés. Déjà, ouais. Sans doute tarifées. Et elle revient bien vite en Hollande, mais l'année suivante, elle est de retour. Alors, ses intentions, à ce moment? Rencontrer des hommes fortunés. C'est prostituée de luxe, c'est ça, non? Demi-mondaine, plutôt. Ouais, Mata Hari n'a ouais. jamais dissimulé qu'elle a souvent fait commerce de son corps et qu'elle a eu de très nombreux protecteurs. Sur ce point, au moins, elle était d'une franchise désarmante. Donc, elle descend au Grand Hôtel, boulevard des Capucines, et Lady MacLeod, comme elle se fait désormais appeler, se met en chasse. Et le gibier est au rendez-vous? Oui, au Grand Hôtel, elle ne fréquente que du beau monde. Et les amants succèdent aux amants. En fait, Margareta se donne au plus offrant. Et c'est l'un de ses protecteurs, comme elle les appelle, qui lui suggère l'idée de danser. De danser professionnellement, j'entends. Mais la jeune femme est lucide. Elle sait qu'elle n'a guère de talent de danseuse et qu'elle a passé l'âge d'apprendre. Par conséquent, il lui faut trouver autre chose pour séduire le public. Oui, là, on en arrive à l'effeuillage. C'est ça. Et elle sera la première danseuse nue. Mais ça ne suffit pas encore. Alors elle se souvient de ce que lui disaient les jeunes officiers des Indes orientales. Ah oui, la princesse indienne. Oui. Et elle-même a vu danser des bayadères. C'est ainsi que, petit à petit, elle commence à mettre au point un incroyable conte. Elle est indienne, de haute naissance, prêtresse de Vishnu, et elle a été initiée aux danses sacrées par des brahmanes. Rien que ça. Et au fil du temps, elle n'hésitera jamais à enjoliver cette légende par quelques détails sensationnels. Mais revenons à cette fable des danses sacrées. C'est très bien trouvé. Attendez, je comprends pas, là. Pourquoi? Je vous explique. Progressivement, au cours de la danse, Margareta se déshabille. Et à la fin, elle offre sa nudité à la divinité. Le sacré justifie l'audace et l'érotisme. En somme, c'est du striptease religieux. C'est à peu près ça, oui. Naturellement, quand on pratique ce genre de culte, on ne peut pas s'appeler Margareta MacLeod. Bah non. Et c'est ainsi qu'elle devient Mata Hari, c'est-à-dire en malais l'œil du jour, autrement dit le soleil. Et elle a tout de suite du succès? Très vite, oui. On se dispute pour exhiber la nouvelle vedette. Et Mata Hari mène la vie à grande guide. Un célèbre impresario s'occupe de sa carrière. Elle se produit même dans un opéra à la Scala de Milan. C'est la consécration, ça. Mais les années passent trop vite et les contrats sont de moins en moins nombreux. Pourquoi? C'est l'âge? Certainement. Elle approche de la quarantaine et sa nudité n'est plus aussi appétissante qu'autrefois. Puis il y a aussi la concurrence. La concurrence, c'est-à-dire d'autres danseuses nues? Oui, plus jeunes, plus belles et peut-être plus douées. Puis la curiosité s'est émoussée, alors Mata Hari revient à ses anciennes pratiques et cherche des protecteurs. Parce que bien sûr, elle a dépensé tout ce qu'elle a gagné. Ouais, cigale. Éternelle cigale qui est incapable de renoncer à sa vie luxueuse. Alors les amants se succèdent, banquiers, hommes politiques. Un député, un ambassadeur, un futur ministre de la guerre tombent dans ses filets. Mais à la veille de la guerre de 14, elle va commettre une erreur capitale. Elle se rend à Berlin. Et pourquoi Berlin? Dans la capitale allemande, elle a un ami fidèle, notre ambassadeur, Jules Cambon. Un homme qui ne reniera jamais cette amitié, même aux heures les plus sombres. Mais Mata Hari veut surtout trouver un nouveau contrat et rejoindre un richissime ancien amant. Et pourquoi est-ce une erreur d'aller là-bas, en Allemagne, à Berlin, à cause de la guerre qui va éclater entre la France et l'Allemagne? Bah, naturellement. Oui, mais Mata Hari n'est pas française. C'est juste, elle a gardé sa nationalité d'origine, mais plus tard, lorsqu'elle sera accusée d'espionnage, on se servira contre elle de ce voyage à Berlin. Et on mettra en avant les hautes fonctions de ses amants allemands. Rendez-vous avec X. Monsieur X n'exagère nullement lorsqu'il affirme que Mata Hari, en quelques jours, était devenue une vedette. En 1905, dès sa deuxième apparition au musée Guimet devant un parterre d'ambassadeurs et de représentants du tout Paris, elle obtient un immense succès. L'écrivain Louis Dumur écrit par exemple
Une prière dansante, la longue prière d'amour à l'astre désiré, s'exhalait de toutes ses palpitations, frissonnait, giroyait, montait. La bayadère sacrée angoissait ses beaux bras amoureux, les martyrisait comme pour de divins enlacements. Le ventre se gonflait, la peau se tordait, appelait, s'offrait. L'une, Mata-Hari, se donnait. On la voyait s'infléchir, se tendre, se lever, tourner, graviter, se montrant de profil, de face, d'arrière, tantôt mince comme un croissant et tantôt dans son plein, présentant tout à tour la ligne cambrée du dos, prolongée par la raie mystérieuse des cuisses ou les deux lobes flamboyants des seins. Une ivresse de hachiche empoignait la salle, dans la pénombre bleue s'entendaient des respirations oppressées, des soupirs, des halètements, des râles. Alors qui sont ces amants allemands haut placés, dites-vous? Une nouvelle fois, il faut faire la part de la légende et celle de la réalité. Je sais qu'on ne peut être qu'au riche, mais avec Mata-Hari, on a fait très fort. On prétendra en effet que la danseuse était devenue la maîtresse du Kronprinz. C'est-à-dire le fils de l'empereur Guillaume II. Oui. Ouais. Et y a-t-il un début de vérité? Aucun. Voilà. Mais Mata-Hari est flatté qu'on lui prête cette liaison. Elle ne fera rien pour contredire la rumeur. Peut-être même en est-elle à l'origine. Et plus tard, lors de son procès, cela pèsera lourd. Oui. De la même façon, on dira que le jour de la déclaration de guerre, Mata-Hari dînait avec un autre de ses amants, le chef de la police de Berlin. C'est complètement faux. Elle a bien passé la soirée avec un Allemand, mais ce n'était qu'un modeste officier de police. Quand même. Toujours le prestige de l'uniforme. Toujours, oui, mais enfin je vais vite. L'entrée en guerre de l'Allemagne contrarie les projets de Mata-Hari, les théâtres ferment leurs portes, la danseuse est aux abois. Un admirateur, encore un, paye ses dettes et sa note d'hôtel. Margaretha part pour son pays. La Hollande est, je pense, est demeurée neutre pendant le conflit. C'est exact. Et pour la première fois de sa vie, Mata-Hari va danser chez elle. Et elle est applaudie, hein. Oui. Et cette ultime exhibition lui permet de rencontrer un nouveau protecteur. Un baron, colonel de cavalerie, Edouard van den Capellen, un proche de la cour. Encore un officier. Encore. Un officier suffisamment riche pour l'installer avec domestique dans une jolie maison de La Haye. On pourrait la croire casée. Et c'est mal connaître Mata-Hari. Elle ne tarde pas à s'ennuyer dans sa Hollande natale. C'est Paris qui lui manque? Oui, et à la fin de 1915, elle n'y tient plus et embarque pour la France via l'Angleterre. Et ce qui lui arrive en Angleterre devrait lui donner pour la première fois la puce à l'oreille. Que voulez-vous dire? Que se passe-t-il? Des agents de Scotland Yard montent à bord de son bateau et l'interrogent. Pourquoi elle est suspecte? C'est son séjour à Berlin qui intrigue les policiers. Oui, au fond, dans une guerre, c'est peut-être normal, non? Sans doute. Mais Mata-Hari se moque bien de tout cela. C'est à peine si elle a conscience de l'horrible boucherie de la guerre. Et c'est avec un immense plaisir qu'elle retrouve à Paris son cher Grand Hôtel. Oui, c'est-à-dire son terrain de chasse favori. Oui, le Grand Hôtel est devenu une luxueuse base de repli pour quelques officiers supérieurs alliés en permission. Et Mata-Hari ne ménage ni ses efforts, ni son charme. Toutefois, grosse déception, malgré l'obstination de son impresario, elle ne trouve plus de contrat. Sa carrière de danseuse est donc vraiment terminée. Certainement. Alors Mata-Hari, qui a décidément la bougeotte, revient chez elle, où son fidèle baron l'attend. Mais pour son malheur, elle va y faire une rencontre qui va décider de son destin. Qui? Le consul allemand à La Haye, un certain Kramer. Un nouvel amant? Je n'en sais rien, mais au fond, peu importe. Ce qui compte, c'est que ce Kramer est un agent des services de renseignement du Reich. Pour lui, Mata-Hari est une cible très intéressante. Je comprends pas. Pourquoi une cible? Bien sûr. Mata-Hari voyage beaucoup. Elle a de nombreuses relations dans les plus hautes sphères de la société française. Son ami, Jules Cambon, est par exemple devenu le nouveau secrétaire général du Quai d'Orsay. Puis il y a tous ces officiers qui ont ou vont fréquenter son lit. Et ce Kramer, alors, la recrute? Oui, il lui propose une somme alléchante, l'équivalent de 20 000 francs. Ça représente quoi de nos jours, ça? Je ne vous donnerai qu'un seul chiffre. À l'époque, un journal quotidien se vend 5 centimes. 20 000 francs, c'est donc une somme considérable. Et aussitôt, Mata-Hari se dit qu'avec autant d'argent, elle pourra passer de longues semaines au Grand Hôtel et renouveler sa garde-robe. D'accord, mais il faudra rendre des services aux Allemands. Mata-Hari n'a pas la moindre idée de ce que ça représente. Et puis, n'est-elle pas citoyenne d'un pays neutre? Je veux bien, mais ce que ce Kramer lui propose, c'est quand même de trahir la France, enfin de devenir une espionne. En principe, oui. Non, mais en principe, qu'est-ce que ça veut dire? Mata-Hari, devenu l'agent H21, c'est son numéro d'immatriculation dans les services allemands,
n'a pas du tout l'intention de devenir espionne. D'ailleurs, lors des quelques séances d'entraînement qu'elle a subies, elle s'est révélée être une très mauvaise élève. Qu'est-ce que vous appelez séance d'entraînement là? Oui, on lui a par exemple appris à écrire avec une encre sympathique. Oui, c'est-à-dire invisible. Mais dès qu'elle est montée sur le bateau qui l'a conduit vers la France, elle se débarrasse des fioles d'encre sympathique et les jette par-dessus bord. Il y a quand même cette somme importante qu'elle a reçue, les 20 000 francs. Là. Oui, bien elle se dit qu'elle a joué un bon tour à Kramer en lui extorquant autant d'argent. Une sorte d'escroquerie. Voilà. Mais Mata Hari, encore une fois, se conduit avec une parfaite inconscience. Parce que, qu'elle le veuille ou non, elle est entrée dans le monde obscur de l'espionnage. Un monde cruel dont elle ignore tout et qui fera d'elle une victime. D'abord victime de sa légèreté, de sa cupidité. Vous avez tout à fait raison, mais est-ce que ça mérite le poteau d'exécution? Certes pas, mais on ne l'a pas condamnée à mort seulement pour ça. Les magistrats ont dû produire des preuves contre elle. Des preuves? On va les examiner, je vous le promets, mais laissez-moi poursuivre. En mai 1916, Mata Hari se dirige donc vers notre pays. Mais état de guerre oblige, son bateau accoste en Espagne, pays neutre. De là, la danseuse passera en France. Elle a des papiers en règle? Parfaitement. Toutefois, à la frontière, on lui interdit le passage. Mais alors pourquoi alors? Nos services de renseignement, informés par leurs homologues britanniques, estiment qu'elle est suspecte. C'est donc la deuxième fois qu'elle est l'objet de suspicion. Hein? Oui. Et la sagesse aurait voulu qu'après cette deuxième alerte, Mata Hari renonce à entrer en France. Mais non, la sagesse n'est pas le fort de Mata Hari. Au poste frontière de Hendaye, elle tempête, proteste de sa fidélité à la France et elle télégraphie à son vieil ami Jules Cambon. Ouais. Obtient-elle satisfaction? Cambon est un personnage très influent et la frontière s'ouvre. Mais la police et le contre-espionnage français vont désormais la surveiller 24 heures sur 24. Vous n'exagérez pas, là? Non, pas du tout. J'ai vu les procès-verbaux des policiers chargés de la suivre. Mata Hari ne peut pas faire un pas qui échappe à ses suiveurs et son courrier est naturellement ouvert. Alors, il me paraît difficile dans ces conditions de se livrer à des activités suspectes. Bien entendu. Et je vous fais remarquer que si Mata Hari avait vraiment eu l'intention de se livrer à des manœuvres d'espionnage, elle n'aurait sans doute pas provoqué un scandale au poste frontière. Ouais. Mais est-ce qu'elle se rend compte, elle, qu'elle est surveillée? Mata Hari est une fine mouche. Par conséquent, je pense qu'elle s'est rendue compte de la présence de ces policiers. Donc, même si elle avait eu l'intention d'espionner, elle se serait abstenue. Évidemment. Mais je vous l'affirme, elle n'avait nulle intention de le faire. Elle est à nouveau descendue dans son cher grand hôtel. Bien sûr, elle y a ses habitudes, des habitudes très coûteuses. Et elle recommence à fréquenter des officiers. Oui, elle revoit en particulier l'un de ses amants, le marquis de Beaufort, un officier belge. Mais 2 autres officiers vont entrer dans sa vie. Et tous les 2 vont bouleverser sa vie. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Mata Hari, espionne ou victime. C'est le titre d'une somme en 2 tomes qui vient de paraître aux éditions Italiques en collaboration avec France Inter. Le premier livre propose des analyses et des documents inédits sur la célèbre danseuse, texte réunis par Jean-Pierre Thurberg. Le titre du deuxième livre, signé par l'historien Léon Schirman, est sans ambiguïté cette autopsie d'une machination militaro-judiciaire de la Grande Guerre est un plaidoyer très précis, très documenté en faveur de Mata Hari. Léon Schirman, en effet, est retourné aux sources et s'est appliqué à n'utiliser que des documents authentiques, dont beaucoup d'archives qui n'avaient encore jamais été exploitées. Revenons donc, avec M. X, au cœur de cette machination, comme l'appelle Léon Schirman. Qui sont ces 2 officiers alors qui vont bouleverser la vie de Mata Hari? Le premier est russe, un capitaine, Vadim de Maslov. Ce jeune homme qui a une vingtaine d'années se bat aux côtés des Français en Champagne. Et c'est au cours d'une permission qu'il est présenté à la danseuse. Mata Hari, alors, 40 ans. À peu près. Et Maslov pourrait être son fils. D'ailleurs, avec lui, Mata Hari se conduira autant en mère qu'en maîtresse. À tel point que pour la première fois de sa vie, c'est elle qui entretiendra son amant et paiera ses dettes. Elle est amoureuse. Hein. Oui, le coup de foudre. Ça, c'est également une première. Je crois, oui. Mata Hari imagine même épouser le capitaine. Et Maslov saura profiter de cette passion éperdue. J'ajoute que ce jeune capitaine se conduira de façon parfaitement ignoble lorsque Mata Hari sera arrêté. Et le deuxième officier? C'est un sous-lieutenant nommé Alors. Elle l'a rencontré un peu avant Maslov. Une rencontre qui ne doit rien au hasard. Que voulez-vous dire là? Alors a approché Mata Hari sur ordre, car ce sous-lieutenant, qui est librettiste dans le civil, est un agent du capitaine Ladoux, le chef du 2e bureau, le contre-espionnage français. C'est-à-dire l'homme qui fait surveiller Mata Hari. Hein, exactement. Ça, Et que cherche Ladoux alors en lui envoyant ce sous-lieutenant? Ils veulent l'attirer à lui. L'attirer, la retourner. C'est probable. Et il va jouer très finement. Mata Hari a l'intention de faire une cure à Vittel. Vittel où elle retrouvera son amant Vadim de Maslov. Mais la station thermale se trouve alors dans la zone des armées.
Il faut donc obtenir un sauf-conduit. Et justement, alors lui suggère d'aller voir le capitaine Ladoux qui pourra lui délivrer le précieux document. Ce qu'elle fait tout de suite. Naturellement. Et Ladoux lui fait aussitôt des offres de service. Oui, il lui propose d'effectuer pour la France une mission d'espionnage en Belgique, qui est alors occupée par les Allemands, en passant par son pays natal, la Hollande. Elle accepte? Pas tout de suite. Elle demande conseil à quelques-uns de ses amis, et puis finalement, elle décide de franchir le pas. Pourquoi ? Parce qu'elle espère frapper un grand coup. C'est-à-dire, Zalouski. Matahari ne doute de rien. Elle est sûre de réussir sa mission en Belgique où elle a de nombreuses relations. Et elle demande une somme énorme à Ladoux. 1 million de francs, une vraie fortune. C'est déraisonnable, non? Parce que Bien comparé sûr. aux 20 000 francs là, dont vous parliez tout à l'heure. Oui, enfin, Matahari est ainsi. Avec 100 millions, elle pourra réaliser son rêve, épouser son capitaine russe et surtout ne plus dépendre financièrement d'autres hommes. Ouais, pour rester fidèle à son grand amour. Et Ladoux lui donne 100 millions. Il lui promet, si elle lui apporte des renseignements sérieux. Et Matahari croit à cette promesse. Oui, ce qui prouve sa naïveté ou son inconscience. Au cours de cette négociation, ça ressemble à une négociation, est-ce qu'elle a dit à Ladoux qu'elle avait été précédemment recrutée par les Allemands? Non, et ça permettra plus tard de l'accuser de duplicité. Matahari va donc partir pour la Hollande, mais auparavant, munie d'un sauf-conduit, elle se rend en cure à Vittel. Vittel. Toujours surveillée. Toujours. Des policiers font le voyage. Et j'ai vu les procès-verbaux qu'ils ont rédigés. Leur lecture permet de réduire à néant une des principales accusations qu'on portera contre la danseuse. On prétendra en effet que Matahari ne s'est rendue à Vittel que pour espionner nos aviateurs. C'est complètement faux. Elle n'en a pas rencontré un seul. Et le seul militaire qu'elle a réellement fréquenté était un brave général à la retraite. Ouais, donc peu susceptible de lui fournir des informations confidentielles. Enfin bref, après avoir ronronné avec son cher capitaine russe, elle revient à Paris, voit Ladoux à plusieurs reprises et se décide à partir pour la Hollande. Par où passe-t-elle? Si elle était réellement une espionne allemande, elle choisirait le trajet le plus court, par la Suisse et l'Allemagne. Et pourquoi? Pour rendre compte au plus vite à ses employeurs allemands. En matière de renseignement, l'information vieillit mal. Mais bien au contraire, elle opte pour le trajet le plus long en embarquant au sud de l'Espagne sur un bateau qui doit gagner Amsterdam. Mais au large des côtes anglaises, elle joue encore de malchance. Son bateau est arraisonné. Par les Britanniques? Oui, et elle est incarcérée et longuement interrogée par Scotland Yard. Elle a beau dire qu'elle travaille pour les Français, les policiers anglais ne veulent rien savoir. Et elle est refoulée vers l'Espagne. Le capitaine Ladoux a-t-il été informé? Naturellement. Mais il n'est pas intervenu en faveur de celle qui est censée être un de ses agents. Bizarre, hein? Effectivement. Elle revient donc en Espagne en décembre 1916 et s'installe à Madrid. Mais elle pense toujours à son million. Son fameux million. Ouais. Alors cette espionne débutante décide de séduire l'attaché militaire allemand, le major Kahl, pour lui arracher ses secrets. C'est sérieux tout ça? Dans l'esprit de Matahari, tout à fait. Et elle fait effectivement la conquête du major Kahl. Elle trompe Maslow. C'est pour la France. Et elle explique à l'Allemand qu'elle a fait semblant de se laisser retourner par les services français. Pour le mettre en confiance. C'est ça. Et sur l'oreiller, Kahl lui livre 2 secrets. Deux vrais secrets? Oui, mais 2 secrets qui n'en sont plus pour les services français. Ah oui, je comprends. Et l'Allemand le sait très bien. Alors de quoi s'agit-il quand même? De l'identité du chef de l'espionnage allemand à Madrid et d'une opération de débarquement par un sous-marin sur la côte marocaine. Et en retour, Matahari lui livre quelques informations? Des broutilles récoltées ici et là dans des soirées mondaines. En tout cas, aucun secret militaire. Elle serait d'ailleurs bien en peine d'en posséder. Donc, Kahl se joue d'elle, c'est ça, non? Pas tout à fait. En vérité, il veut vérifier si la danseuse est fiable. Ouais. C'est-à-dire si elle ne lui a pas menti, c'est ça? Oui. Et il a rapidement la réponse, car le soir même, Matahari écrit à Ladoux afin de lui communiquer ces 2 grands secrets dont l'a informé le major Kahl. Ce dernier l'apprend? Madrid est alors un vrai nid d'espions et Kahl doit faire surveiller étroitement Matahari et son courrier. D'autre part, il dispose d'un informateur à l'ambassade de France. Or, Matahari est très fière d'elle-même, confie aussi ses 2 grands secrets à l'attaché militaire français. Ouais. Donc Kahl sait très vite que la danseuse continue à travailler pour les Français. Oui, et le piège va se refermer sur cette pauvre Matahari. Le piège? Écoutez bien. Logiquement, Kahl aurait dû tout de suite télégraphier à Berlin pour signaler que Matahari, l'agent H21, trahit. Oui. Mais il attend 4 jours et il utilise un code qui a été décrypté par les Français. Il le sait. Il le sait d'autant mieux que pour les correspondances les plus secrètes, les Allemands disposent d'un autre code. Ouais. Alors ça veut donc dire qu'en utilisant le code décrypté par les Français, Kahl veut que les services français prennent connaissance de son télégramme. Exactement.
Or, dans ces radiotélégrammes, car il y en aura plusieurs, l'Allemand donne suffisamment de détails sur l'agent H21 pour qu'elle soit immédiatement identifiée par les Français. Et des détails, par exemple? Il donne le nom et l'adresse de sa domestique en Hollande. C'est contraire à toutes les règles de l'espionnage. Il écrit aussi que le H21, qui selon lui ne s'est inscrit dans les services français que pour mieux travailler pour Berlin, lui a donné de précieux renseignements. Ce qui est faux. Totalement. Et ce sera démontré par les Allemands eux-mêmes. En réponse au radiotélégramme de Kahl, la centrale berlinoise répondra en se plaignant de la faible valeur des informations transmises par l'agent H21. Mais cette réponse fera l'objet d'une manipulation lors du procès de Mata Hari. Les Allemands ont écrit textuellement « Les résultats ne sont pas satisfaisants », ce que le juge Bouchardon traduira par « Les résultats auraient pu être plus satisfaisants ». Oui, les résultats de H21, toujours. Bien sûr. Alors revenons à Madrid. Mata Hari revoit ce Kahl, là. Oui, mais enfin l'Allemand ne veut plus lui parler parce que ça n'est plus nécessaire. Le piège a fonctionné et s'est refermé sur l'apprentie espionne. Et une nouvelle fois, Mata Hari va commettre une tragique erreur. Une erreur qui plaide en faveur de son innocence. Elle revient en France. 1 mois plus tard, elle est arrêtée. Ouais. Dans le dossier d'accusation, on va résumer, qu'y a-t-il contre elle? Essentiellement les radiotélégrammes envoyés par le major Kahl. Tout le reste n'est qu'invention ou manipulation. Songez que dans le communiqué officiel publié après l'exécution de Mata Hari en octobre 1917, on prétendra que la danseuse est passée aux aveux. Or, c'est totalement faux. Jamais elle n'a avoué. Le Conseil de guerre qui l'a jugé est donc lui aussi entré dans le piège tendu par ce major Kahl. À pieds joints, oui. Et l'Allemagne a laissé le soin à la France de punir celle qui l'avait trahi. Et escroqué. Oui, oui. Mais c'est un procédé qui a souvent été utilisé dans les services secrets. Ouais. D'accord, mais pourquoi fallait-il absolument condamner Mata Hari à mort? En 1917, la situation était très difficile pour les Français. On venait de vivre l'imbécile et désastreuse offensive du chemin des dames. Une vraie boucherie. Sur le front, des troupes qui se mutinaient. Il était tentant de trouver des boucs émissaires. Si nos soldats avaient péri, c'est qu'il y avait des traîtres à l'arrière, des espions. Et Mata Hari remplissait parfaitement alors ce rôle de bouc émissaire. Cosmopolite, femme de mœurs légères, on ne pouvait trouver mieux. Au fond, Mata Hari, malgré elle, a joué son rôle jusqu'au bout, jusqu'au poteau d'exécution, puisque sa condamnation à mort procédait d'un énorme mensonge. Mensonge, oui. Des mensonges qui vont être colportés dans maints ouvrages. Un seul exemple. J'ai retrouvé « Les espionnes à Paris », un livre publié en 1922 et écrit par le commandant Massard, ancien commandant du quartier général des forces armées à Paris. Massard, qui prétend que Mata Hari était juive, après tout, l'affaire Dreyfus n'était pas si lointaine, a assisté au procès à huis clos du Conseil de guerre. Il fait partie de ceux qui vont accompagner la danseuse jusqu'au poteau d'exécution. Il se trouve alors devant la cellule de Mata Hari à Saint-Lazare. Un instant, il pense au corps gracieux de la danseuse qui ne sera bientôt plus, selon ses mots, qu'une masse hideuse. Toutefois, il se reprend aussitôt. Mais je me reportais vite au magistral réquisitoire du lieutenant Mornay, évoquant la mort de nos soldats, les souffrances des blessés, les larmes des mères et des enfants. Le mal que cette femme a fait est incroyable. C'est peut-être la plus grande espionne du siècle.